Lorsque des villageois pauvres entendent parler d'une opportunité de trouver de l'or, ils parcourent des kilomètres à travers une jungle tropicale pour entrer dans une grotte dangereuse sur le flanc d'une montagne. Victimes d'une crue soudaine, les hommes luttent pour survivre au-delà de leurs limites. Voici le récit de la tragédie de la grotte au Laos. Le mercredi 20 mai, 8 hommes ont quitté leur village près de la vallée de Longlongting au Laos pour parcourir 4 km en montagne, cherchant nourriture, chassant et faire de l'orpaillage dans les grottes en hauteur de la montagne. Leur vie rurale les forçait à vivre de la terre et à se nourrir de ce qu'ils cultivaient ou trouvaient. La vie était simple. Famille serrée dans de petites huttes, tous unis pour nourrir la famille, cultiver la terre et entretenir l'abri. La météo, entre sécheresse et inondation, déterminait s'ils allaient bien vivre ou souffrir de la faim. L'orpaillage permettait de gagner un peu d'argent pendant les périodes difficiles. Après une longue journée accroupie au bord de la rivière, ils pouvaient gagner environ 5 à 20 dollars par jour et avaient la possibilité de trouver une quantité d'or qui changerait leur vie. 80% de la population vit avec 1,25$ par jour, donc une journée d'orpaillage équivalait à une semaine de travail agricole. Certains hommes étaient montés dans une grotte minière sur la montagne et avaient récolté beaucoup d'or en une journée. Ce passage serait très étroit, même pour leur corps mince, mais le risque en vaudrait la peine. Fei et Quito entrèrent les premiers pour commencer l'ascension, le rampement et la nage pour parcourir plus de 300 mètres dans la montagne. Il leur faudrait 1h30 pour rejoindre le site d'orpaillage, après avoir traversé 5 chambres. Un passage horizontal étroit de 30 mètres ne laisse passer qu'un homme de petite taille, obligeant tous à avancer en file indienne en attendant que le précédent progresse. Fei et Quito ouvraient la voie en entrant les premiers. Pendant des heures, les 6 autres hommes ont suivi le même chemin, pataugeant, escaladant des rochers et se faufilant à travers des passages étroits pour s'enfoncer toujours plus dans la montagne. Lan, Ing et moi n'étions jamais allés dans la grotte et avons été surpris par l'effort exigé pour atteindre le site d'orpaillage. Pas surprenant que peu aient osé aller si loin pour avoir plus de chances de trouver de l'or. Le chemin les obligeait à se mettre de profil et à se traîner dans les boyaux humides les plus étroits. Une chambre verticale, à mi-chemin, leur permettait de se tenir debout un instant avant de poursuivre dans le passage étroit. Le tunnel se rétrécissait ensuite à seulement 50 cm de hauteur, alors ils se sont allongés à plat ventre et ont rampé à travers le boyau boueux. Le tunnel horizontal se prolongeait en une pente à 45 degrés. Au-dessus se trouvait un espace ouvert, la chambre 4, leur permettait de se regrouper avant de descendre plus loin dans la montagne. Cette section, large de 3 pieds, imposait une descente lente et prudente pour éviter de dévaler une pente rocheuse dangereuse. Une chute verticale dangereuse de 15 pieds menait à une section à pente plus douce. Après presque 2 heures, ils ont enfin atteint le site d'orpaillage. Les hommes se sont dispersés et ont commencé à chercher de l'or. La traversée les a conduits vers une zone basse de la grotte où les paillettes d'or s'accumulaient davantage à cause de leur poids. Le drainage de la montagne formait cette rivière traversant la grotte. Le ruissellement continu de l'eau des fissures alimentait le ruisseau, apportant une boue chargée de nouveaux dépôts d'or. Après un moment de orpaillage, les gars ont fait une pause pour manger et discuter de leur progrès. Ils échangeaient des récits de découvertes, toujours plus impressionnantes, en discutant des prochains lieux à explorer. L'espoir était grand alors qu'ils se dirigeaient vers de nouveaux endroits pour chercher les gisements les plus riches. Ils se sont répartis le long du bassin, entre la 5e et la 6e salle, pour chercher où l'eau tournait, plongeait ou formait des tourbillons. Fei et Quito ont quitté le lieu principal de lavage pour rejoindre une zone près de la 6e salle. Ils ont traversé des tunnels difficiles pour atteindre cette section, mais y étant déjà venus, ils étaient confiants que cela vaudrait la peine. Il est devenu évident que l'eau devenait plus agitée et semblait monter. C'était le début de la mousson, donc un peu de pluie était attendu. Ils se sont concentrés sur l'or et ont travaillé pour obtenir la récompense de cet effort risqué. Sang a choisi de revenir à la 4e chambre, où il avait remarqué un bassin de sédiments avant la pente de 45 degrés. Alors qu'il retournait en arrière, l'eau lui semblait plus profonde qu'il ne s'en souvenait. Le chemin du retour était en pente, mais il voyait l'eau couler rapidement devant lui. Sang connaissait déjà la grotte et savait que la pluie faisait parfois monter l'eau. En montant à 45 degrés vers la 4e chambre, il s'inquiéta de toute l'eau qui dévalait le rebord. Ce n'était plus un ruisseau, mais une rivière déchaînée. Il garda la tête hors de l'eau et gravit la pente rocheuse jusqu'au sommet. Sang fut stupéfait. Le tunnel étroit était presque à moitié inondé d'eau. Il cria pour alerter les autres, mais fut submergé par le besoin désespéré de s'échapper.
Sam a fait face à un défi inimaginable. Il devrait ramper dans le tunnel étroit et espérer devancer la montée des hommes. Il s'est jeté à l'entrée du tunnel et a avancé aussi vite que possible. Le tunnel comportait des creux et des plafonds bas, l'obligeant à retenir sa respiration et s'immerger pour passer. Il doutait que l'eau soit assez basse pour passer, mais devait tenter. Sam atteignit le surplomb très bas et s'arrêta. L'eau atteignait presque le plafond, mais une fine lame d'air subsistait. Il retint alors sa respiration et passa sous la roche. Dans un effort frénétique, il se hissa dans le tunnel inondé, s'agrippant à la boue en avançant sous le plafond bas. Après environ 3 mètres, il put lever la tête au-dessus de l'eau et continuer à ramper le long du passage étroit. La quantité d'eau qui remplissait le tunnel était terrifiante. Il atteignit la 3e chambre sans s'arrêter dans sa fuite. Des bâtons, pierres et feuilles encombraient le passage qu'il devait forcer pour se frayer un passage. On appelait cela « booing out » dans le dialecte local. En somme, il fallait se frayer un passage par tous les moyens nécessaires. Après la 2e chambre, il savait qu'il n'était plus qu'à 6 mètres de la grande première chambre ouverte. Sam surgit du tunnel, dans la grande pièce qui menait vers l'extérieur. Il traversa le bassin à la nage, luttant contre le courant puissant. Il grimpa le long du mur, à l'aide des rochers, jusqu'au tunnel de sortie peu profond. Cette pièce était autrefois presque sèche, avec un seul ruisseau au point le plus bas. Il entendait la pluie et se demandait combien de temps elle durerait. Chaque minute apportait des torrents d'eau qui remplissaient la pièce. En se retournant, il ne voyait même plus l'entrée du tunnel. Le chemin qu'il venait d'emprunter avait disparu, complètement submergé et infranchissable. Sam s'effondra contre le mur et tenta de reprendre son souffle. Il avait passé les 30 dernières minutes à fuir pour sauver sa vie. Il était épuisé, mais il n'avait pas encore terminé son devoir. Il était le seul à savoir que ses amis étaient encore à l'intérieur. Alors il descendit la montagne en courant pour prévenir les autorités et demander de l'aide. À l'intérieur des grottes, Kumla, Ing, Lan, Mi et Moot étaient dans la zone du bassin, en train d'orpailler. Ils discutaient de la montée du niveau de l'eau et n'étaient pas sûrs de savoir si c'était normal pour cette grotte. Un cri venant de Sang a retenti, alors Moot est allé vérifier s'il avait besoin d'aide. En remontant le passage en pente vers la 5e chambre, il apercevait l'eau dévaler les rochers comme des rapides. Les 5 mineurs se sont réunis et ont avancé dans l'eau montante. Lorsqu'ils ont atteint la 5e chambre, ils ont grimpé sur les rochers pour se mettre au-dessus des eaux de l'inondation. Il était clair qu'ils ne pourraient pas résister au courant sur une pente de 45 degrés, puis ramper dans un tunnel inondé. L'eau s'est précipitée, inondant la chambre et empêchant toute sortie. Plus loin dans la grotte, Faye et Quito, au-delà du bassin, devaient se réfugier dans la 6e salle, près de là où ils se trouvaient. Les 5 hommes, dans la 5e chambre, étaient piégés. La seule issue était un long tunnel inondé, à traverser en rampant pendant au moins 15 minutes. Ils pensèrent à Sang. Est-ce qu'il s'en est sorti, ou s'est-il noyé quelque part en chemin ? C'était trop horrible à imaginer. Après des heures à surveiller l'eau, l'épuisement causé par l'adrénaline les avait gagnés. Les hommes se sont serrés pour partager leur chaleur, ont éteint 4 de leurs 5 lampes frontales et ont tenté de se reposer en réfléchissant à leurs options. Leur seule option était d'attendre que le niveau de l'eau baisse suffisamment pour pouvoir s'échapper. Ils vivaient dans une vallée dominée par 4 montagnes, où la pluie formait des torrents. Les crues soudaines étaient familières. L'eau montait vite, de presque 2 mètres à 2 mètres 50, puis se retirait en quelques heures. Leur hutte était sur des plateformes pour rester au sec pendant la saison des pluies. Maintenant, ils n'avaient plus qu'à attendre et prier pour une accalmie. Dans la grotte sombre, ils ignoraient le temps passé et devaient juste surveiller le niveau de l'eau pour repérer des changements. Toute la journée passa, heure après heure, sans aucun changement. Ils avaient quelques bouteilles d'eau propre, mais ils avaient faim. Difficile de se reposer avec le ventre qui gargouillait et l'odeur de renfermé de la grotte. Un filet d'eau coulait le long du mur, leur rappelant que l'eau entrait de tous les côtés. Mi grimpe le long du mur, progressant prudemment de surplomb en rebord, cherchant la source de l'eau. Il se glissa dans une petite fissure à 6 mètres de haut, mais ce n'était pas une sortie. Juste une crevasse dans la montagne d'où s'écoulait encore plus d'eau de pluie. La faim les rendait agités, pensant au repas qu'ils mangeraient une fois sortis, mais sortir commençait à sembler impossible. Mood glissa du rebord dans l'eau et commença à tâtonner autour des rochers submergés. Il se souvenait qu'il y avait des poches le long du tunnel qui pourraient être remplies d'air. Pourrait-il retenir sa respiration et nager jusqu'à la prochaine poche d'air ?
Il plongea sous l'eau et retint sa respiration pour explorer la zone juste en dessous d'eux. L'eau était sombre et baugeuse, et il ne pouvait tout simplement pas être sûr du chemin. Le niveau de l'eau devrait baisser avant qu'il puisse même essayer. Il se demandait si Faye et Quito avaient atteint la 6e salle. Étaient-ils perchés sur une corniche à 150 mètres de là? Il ressentait le désespoir, sans aucune idée du temps écoulé, et sans savoir si quelqu'un savait même où il se trouvait. C'est devenu un nuage de doute. Ils évoquaient de bons souvenirs de chez eux et priaient d'être protégés de la mort. Il ne leur restait qu'un peu d'eau propre et quelques plateaux en bois pour tamiser. Cela semblait sans espoir. Ils se sentaient faibles. C'était leur 4e jour sans manger. Le niveau de l'eau avait légèrement baissé, sans réel impact. Ils ont cassé le plateau de lavage en petits morceaux et ont commencé à ronger les blocs de bois, espérant avoir quelque chose dans l'estomac pour reprendre des forces. Allongés dans l'obscurité, ils repensaient à la maison et au repas en famille, se demandant silencieusement si ce serait leur tombeau. Ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'à l'extérieur, il y avait une agitation intense. Sang était sorti et le groupe de sauveteurs qui avait été rassemblé était de premier ordre. Ils étaient experts en médecine de plongée, géologie, prévision météo, soutien médical d'urgence, planification d'évacuation et enregistrement des données de mission. Des équipes parcouraient la zone pour trouver des puits permettant d'atteindre ou de contacter d'éventuels survivants. Une partie de l'équipe de Thaïlande avait sauvé 12 garçons et leur entraîneur d'une grotte inondée en 2018 et était là pour coordonner la mission. Le plongeur spéléologue finlandais Mikko Posse dirigeait la recherche d'un passage dans les tunnels inondés de la grotte. Le plongeur thaïlandais Noraset Polasing, surnommé Benz, a débuté l'exploration des passages avec Mikko. Pendant le week-end, l'équipe est venue du monde entier. Du matériel a été envoyé par avion pour pomper l'eau et forer depuis la surface. Des conduites d'air et des lignes de sécurité ont été installées dans le tunnel pour s'assurer qu'ils disposaient d'air frais à respirer plus profondément à l'intérieur des chambres. Lundi, ils ont vraiment navigué dans les passages étroits pour la première fois. Équipé de tout son équipement de plongée, Mikko est entré pied en avant dans le passage pour dégager sable et rochers. Il avançait lentement et devait mettre sa bouteille derrière pour passer. Il décrit le tunnel de cette façon. Maintenant, nous parlons d'une mine creusée par l'homme, avec des tunnels qui sont de 50 cm sur 60 cm, je dirais, ce qui est juste assez pour que je puisse me faufiler en poussant avec mes orteils et mes doigts à peu près. À certains endroits, pendant cette section sèche ou semi-sèche de 250 mètres que nous devons parcourir jusqu'à la chambre numéro 4 où commence la plongée. Les passages sont tellement étroits que la seule façon de passer, c'est d'expirer pour prendre moins de place dans la grotte, puis de me glisser à travers. Ça vous donne une idée. Et c'est une restriction constante, comme des centaines de mètres de ce tunnel claustrophobique. On ne peut pas faire demi-tour, on ne peut pas dépasser quelqu'un. C'est à sens unique. Il faut atteindre une autre chambre, puis éventuellement faire demi-tour ou étirer les jambes, mais c'est extrêmement claustrophobique et impitoyable. Endroit. Y a-t-il des risques d'effondrement? Le risque est élevé parce que c'est fait par l'homme et qu'il n'y a aucune structure pour le soutenir. Il pleut, c'est la saison des pluies dehors, donc les inondations arrivent très vite parce que l'ensemble du réseau a un très faible volume. Il y a des gaz toxiques, c'est un cauchemar à parcourir. Mais c'est vraiment le cas, et je n'exagère même pas ici. J'ai peut-être 30 ans de plongée en grotte derrière moi, et c'est peut-être l'un des pires endroits où je sois jamais allé. Ça me donne envie d'arrêter la spéléologie sèche. Malgré ces conditions, les hommes ont continué leur mission de dégager le tunnel, petit à petit. Ils ont avancé de 15 pieds dans le tunnel de 30 mètres avant de devoir reculer pour reprendre leur souffle et se reposer. La tâche était incroyablement difficile. Confinés sous l'eau, il fallait dégager le seul passage vers les survivants, encore à plusieurs dizaines de mètres. C'était une demande déraisonnable pour n'importe quel professionnel, mais Mikko avait déjà été dans cette situation de nombreuses fois auparavant. Il faisait partie des rares plongeurs spéléologues de sauvetage conscients que l'avancée serait lente et difficile. Ils se sont regroupés et ont poursuivi le déblayage. Benz, qui avait déjà sauvé des spéléologues lors de précédentes crues éclairs de la Mousson, savait qu'il fallait sortir les hommes avant le retour de la pluie. Ils avaient maintenant des pompes en marche pour faire baisser le niveau de l'eau, mais c'était d'une lenteur insupportable. Mikko et Benz se relayaient pour enlever la boue, les débris et les rochers bloquant le petit passage. Ils sont enfin arrivés à la 2e chambre et ont émergé de l'eau, espérant trouver 7 hommes sains et saufs. Mais elle était vide.
Ils ont poursuivi jusqu'à la 3e chambre, déçus de ne voir aucun signe humain. Sam leur avait donné des détails sur les différentes chambres et le chemin qui s'étendait au-delà. À ce stade, ils ont placé des bouteilles d'air dans chacune de ces chambres et les ont utilisées comme zone de préparation pour leur travail. Lundi est devenu mardi, et le travail a continué. Les pompes réduisaient le niveau d'eau, mais les orages contrariaient leurs efforts. Mercredi, ils avaient enfin dégagé la dernière partie du tunnel étroit. Ils étaient à environ 200 mètres de l'entrée, avec plus de 30 mètres de plongée dans un tunnel étroit pour sortir. Le moindre déplacement des rochers risquait de provoquer un effondrement ou un glissement de boue bloquant le tunnel et de les coincer. C'était risquer sa vie pour sauver quelqu'un d'autre. Miko et Benz ont installé de nouvelles bouteilles dans la 4e chambre et se sont préparés à plonger vers la 5e. Ils progressaient prudemment, tâtant le plafond, jusqu'à ce que le passage en zigzag d'environ 8 mètres débouche sur une ouverture. Leur lampe éclairait un reflet argenté à la surface lorsqu'ils ont fait irruption dans une salle où apparaissaient les visages de 5 hommes. C'était incroyable. La pièce s'est remplie de joie et de cris d'hommes revenus du seuil de la mort. Ils n'en croyaient pas leurs yeux. Ils avaient été retrouvés. Cet échange de bonnes nouvelles a vite conduit aux actions suivantes. Depuis 7 jours dans cette prison sombre et froide, les hommes étaient faibles et affamés. Miko et Benz ont marché 2 heures jusqu'à la surface pour rapporter nourriture, eau et couverture de survie. Ce jour-là, ils ont fait 3 allers-retours de 4 heures pour ravitailler les hommes piégés et discuter du plan. Ils pompaient l'eau pour dégager assez le passage et éviter d'utiliser le matériel de plongée. Aucun des mineurs ne connaissait la plongée, ni le matériel de plongée, sauf ce qu'ils avaient vu dans les films. En 48 heures, ils ont dégagé le tunnel des débris et cordes autant possible. Équiper les hommes de matériel de plongée et les faire avancer en file indienne dans le tunnel étroit, avec les bouteilles d'air derrière eux, allait être difficile. Ce serait une manœuvre lente et risquée. Si le mineur devenait nerveux ou doutait de l'équipement, une simple hésitation pouvait être catastrophique. Les experts ne pourraient rien faire pour l'aider. Le vendredi 29 mai, après 9 jours piégés, Moot fut le premier à recevoir un équipement de plongée et à apprendre à respirer sous l'eau. C'était une situation irréelle. Les experts les plus expérimentés du monde allaient escorter le plongeur le plus inexpérimenté à travers le passage le plus dangereux qu'ils aient jamais rencontré. Moot avait repris des forces après 2 jours d'alimentation à base de boissons spéciales et d'aliments mous. Avec un courage incroyable, Moot s'est jeté à l'eau et a été guidé avec précaution jusqu'au tunnel. Mais il connaissait bien cette partie. Se faufiler dans ce passage, désormais rempli d'eau boueuse, serait plus difficile avec sa silhouette mince. Ils avanceraient lentement en équipe et, en 20 minutes, seraient de l'autre côté. Moot a été aidé à parcourir le dernier tronçon de la grotte et est sorti par l'étroite ouverture d'entrée. La pluie avait cessé et il était enfin libre. Toutes les familles étaient réunies avec les secours et il a été aussitôt accueilli par ses proches. La fin de la journée approchait et Miko et Benz étaient épuisés. Ils se sont reposés pendant la nuit et ont laissé les pompes continuer à fonctionner pendant qu'ils se préparaient pour la prochaine extraction. Dans la grotte, les hommes étaient fatigués mais soulagés. On savait enfin où ils étaient et des plans se préparaient, mais ils ignoraient toujours si Moot était sorti sain et sauf avec l'équipement de plongée. Ils ont attendu et observé. Le niveau de l'eau baissait petit à petit et ils ont commencé à voir des espaces sous les rochers en dessous. Les heures passaient. Ils avaient froid, peur et voulaient sortir. Après 11 jours sous terre, il était enfin temps de partir. Mi plongea et chercha les lumières des plongeurs sauveteurs. Il ne les vit pas, mais nota que l'eau était désormais sous le tunnel, permettant d'avancer sans équipement de plongée. Ils se dépêchèrent vers le tunnel et se faufilèrent dans le chemin boueux. Les 4 hommes traversèrent la grotte et rampèrent jusqu'au trou pour sortir. L'équipe de secours a poussé des cris de joie en voyant passer le premier homme. Ils mettaient leur combinaison pour repartir, mais l'eau semble enfin redescendue à un niveau sûr, évitant de replonger. La pluie s'est arrêtée juste à temps pour que les pompes évacuent l'inondation. C'était un miracle. Les familles s'effondraient dans les bras de leurs proches, enfin réunis. Cette scène joyeuse contrastait avec les familles dévastées, attendant toujours leurs hommes. Faye et Kito étaient toujours piégés. La recherche a donc continué. Les hommes secourus ont précisé le passage après la 5e chambre. Ils ont mentionné une 6e chambre, à environ 150 mètres, accessible par des tunnels encore plus étroits et désagréables. Alors que des plans étaient élaborés pour parcourir en plongée la distance restante jusqu'à la 6e chambre, la pluie a recommencé à tomber.
Cette fois, la pluie était torrentielle. L'eau affluait de partout. La vallée où ils se trouvaient, entourée de 4 montagnes, recevait l'eau qui dévalait violemment de chaque côté. Le sauvetage devrait attendre. Le lendemain, ils ont tenté de rentrer dans la grotte, mais l'entrée, totalement effondrée, formait un piège mortel. Il devenait de plus en plus difficile d'imaginer que quelqu'un puisse encore être en vie à l'intérieur, après une crue soudaine qui avait laissé peu de temps pour s'échapper, dans une 6e chambre plus petite et plus profonde, sans nourriture ni air frais, pendant 12 jours. À mesure que l'on découvrait davantage sur le tunnel au-delà, une vérité dévastatrice commençait à émerger. Ce n'était plus une mission de sauvetage, c'était devenu une mission de récupération des corps. Lorsque la crue a traversé la grotte, Faye et Quito ont probablement fait la seule chose possible, se replier dans la 6e chambre, espérant attendre que les eaux se calment. Au lieu de cela, la crue a continué de monter, bloquant toute issue possible et les laissant piégés dans l'obscurité. Nul ne sait combien de temps ils ont attendu, mais l'altitude de la chambre révèle une histoire poignante. L'eau est montée sans cesse, jusqu'à ce qu'il n'ait plus nulle part où aller. Finalement, ils se sont noyés silencieusement, ensemble, dans l'obscurité. Pendant 5 jours, ils ont enlevé les débris et tenté de stabiliser la structure. Il y a eu plus de pluie et d'autres effondrements dans les tunnels. Un séisme de magnitude 4,2 à environ 100 miles de là a provoqué un éboulement, ensevelissant l'entrée de la grotte. C'est devenu trop dangereux de continuer. Les responsables de l'opération savaient très bien que 7 personnes avaient été tuées, non loin d'ici, il y a seulement 5 ans, lorsqu'une mine d'or avait été déstabilisée par de fortes pluies et que les puits s'étaient effondrés, piégeant les mineurs à jamais. La mission a été officiellement arrêtée le 6 juin, après 15 jours de travail continu des équipes de secours. Environ 100 personnes, issues d'une demi-douzaine de pays, se sont réunies pour apporter leur expertise, du matériel et des spécialistes dans chaque domaine. Cet effort a sauvé 5 hommes d'une mort certaine. La crue de la Mousson a coûté la vie à 2 mineurs, dont les corps restent introuvables.